Bonjour à tous et bienvenue. Voici votre rendez-vous mensuel, l'invité des Indes radios. Dans un instant, je recevrai Alain Juppé. Projet de mariage pour tous, guerre au Mali, mais aussi rythme scolaire, indemnisation des chômeurs, beaucoup de sujets nous attendent pour cet entretien. Il y aura aussi des questions plus locales qui concernent notamment Bordeaux, ville où Alain Juppé est le maire. Nous essaierons d'être au plus près de vos préoccupations d'auditeurs et d'internautes. Je rappelle que vous pouvez nous retrouver en intégralité sur lesindesradios.fr. Cette émission a d'ailleurs deux partenaires bien présents sur le net, le site Atlantico et le site Rue 89. C'est un ancien Premier ministre qui va nous rejoindre dans ce studio, mais aussi un ancien ministre des Affaires étrangères, du budget, de l'écologie et du développement. Nous essaierons de n'oublier aucune de ces fonctions passées d'Alain Juppé en l'interrogeant. Et puis, la plus haute des fonctions politiques, c'est bien sûr la présidentielle. Et il semble, ces derniers temps, ne pas exclure de la briguer en 2017. Ça aussi, il faudra l'avoir en tête pendant cette émission. Alain Juppé, invité des Indes radios, c'est tout de suite. Bonjour Alain Juppé. Bonjour. Merci d'être notre invité aujourd'hui. Merci de votre invitation. Je voudrais qu'on commence par la France est en guerre. On va commencer par le Mali et entendre votre point de vue sur ce qui s'y passe. On écoute tout de suite le président de la République. C'était il y a 2 jours. Nous sommes en train de gagner cette bataille. Quand je dis nous, c'est l'armée malienne, ce sont les Africains soutenus par les Français. Prise de Gao, prise de Tombouctou, ça va peut-être continuer. Vous êtes fier que votre pays combatte ainsi les islamistes sur le terrain et gagne ces batailles ? Je pense d'abord à nos soldats. Ils prennent beaucoup de risques dans les airs et sur le sol. Ils sont formidables, ils sont efficaces, on le voit. Et je crois que toute la communauté nationale a le devoir d'être unie autour d'eux. Par ailleurs, j'ai dit dès le départ que cette intervention me paraissait justifiée. Pourquoi ? Parce que ce qui se préparait, c'est-à-dire la descente des colonnes terroristes vers Bamako, ce qui aurait complètement déstabilisé non seulement le Mali, mais l'ensemble de la sous-région, et d'autre part une menace terroriste qui nous concerne aussi, puisqu'on sait bien que les extrémistes nous visent, cherchent à nous déstabiliser par leur propagande, par leurs menaces d'attentats, par tous les trafics, la criminalité, le trafic de drogue qui se développe sur cette zone sahélienne. Donc tout ceci nous menace aussi. Donc on ne pouvait pas ne pas y aller. L'intervention était justifiée. C'est ce que vous dites, on ne pouvait pas ne pas y aller. C'est ce que j'ai dit, l'intervention était justifiée. Cela dit, ça ne nous dispense pas de la suivre avec vigilance et de poser les questions qui doivent être posées. J'en ai posé un certain nombre dans mon dernier blog, je ne veux pas y revenir trop longuement, mais premièrement, qu'est-ce qui se passe à Bamako ? On sait qu'il y a eu un coup d'État, l'ordre constitutionnel n'a pas été véritablement rétabli. Quelle est l'autorité avec laquelle nous travaillons ? Quelle est l'autorité qui peut éviter les exactions qui ont été dénoncées par certaines organisations non gouvernementales perpétrées par les troupes maliennes dans cette reconquête du Nord ? Donc voilà une première série de questions. La deuxième série de questions, c'est de savoir ce qui se passe au nord, parce que ça n'est pas un bloc uni que nous avons face à nous. Il y a des terroristes fanatiques, il y a aussi, et depuis des décennies, des Touaregs qui se battent pour leur indépendance ou la reconnaissance de leur autonomie. Et qui se sont, si je puis me permettre, coalisés à un moment donné avec des groupes islamistes et ils sont en train de perdre leur solidarité. Vous avez raison de le dire. Il y a d'abord un mouvement, le MNLA, qui a son autonomie. Le mouvement Ansar Eddine est en train de se scinder en deux. Il y a ceux qui refusent. C'est une chance pour nous, ces divisions qui risquent de revenir. Il faut voir avec les autorités de Bamako comment une forme de dialogue peut être reprise avec ceux qui refusent le terrorisme et l'instauration d'une sorte de califat sur la bande sahélienne. J'ai bien conscience que c'est difficile. Nous avons dit toujours que nous étions attachés à l'intégrité territoriale du Mali. Il n'est pas question de démembrer ce pays, naturellement, mais peut-être qu'une reconnaissance d'une forme d'autonomie aux Touaregs dans la partie nord du Mali pourrait être une sortie de... Qui est la revendication des Touaregs. Mais là, oui, c'est ce qu'on appelle l'Azawad. Vous pensez que le gouvernement malien va accepter cette solution ? Je pense qu'il faut qu'avec le gouvernement malien, nous posions cette question et nous voyions aussi la sortie politique de cette crise. Et pas peut-être même un État indépendant ? Ah non, je viens de dire le contraire. Oui. Une région autonome. Intégrité territoriale du Mali. Il y a eu des accords de paix qui ont été conclus dans le passé, à Alger notamment, qui prévoyaient des négociations entre Bamako et les Touaregs. Peut-être faut-il les reprendre dès lors qu'une partie de ces Touaregs refuse le terrorisme, le fanatisme que perpètre AQMI, par exemple. Et vous pensez que si ces solutions militaires puis politiques sont trouvées, la question de l'islamisme en Afrique va reculer ? C'est le bon moyen de la combattre, Il faut la combattre. Je ne suis pas sûr que ça suffira à la juguler, puisqu'elle menace l'ensemble de cette région, jusqu'au Nigeria, avec un mouvement comme Boko Haram qui multiplie les attentats. Et donc, c'est une menace permanente et qui nous concerne. Il faut aussi
Et là, je regrette qu'on n'arrive pas à faire bouger les choses, que l'Union européenne s'investisse davantage dans tout ça. Elle a décidé, il y a quelque temps, d'envoyer une mission de formation militaire des troupes africaines qui vont aller sur le terrain. Où en est-on ? Qu'est-ce qu'on attend ? Là, il y a une grande passivité de l'Europe. Alors cette guerre est pour beaucoup la poursuite de la guerre en Libye, puisque beaucoup d'armes ont été disséminées à la suite de cette guerre. Bernard Kouchner a dit que d'ailleurs on aurait dû rester plus longtemps pour que les arsenaux soient détruits. Cette guerre en Libye, qu'est-ce que vous pensez de cette analyse justement ? D'abord, je pense que considérer que ce qui se passe au Mali est la suite de ce qui s'est passé en Libye est une vision extrêmement tronquée des choses. Comme Pourquoi ? Je l'ai dit, parce que ça a commencé bien avant. Je vous ai parlé des révoltes Touareg, ça fait 20 ans qu'il y a des révoltes Touareg. Mais Kadhafi avait un certain contrôle, c'est un peu fort, mais il savait bien ce qui s'y passait. Il est sûr que la chute du régime de Kadhafi a aggravé les choses, puisqu'il y a des combattants et des mercenaires, très souvent, qui étaient en Libye, qui ont reflué dans la zone sahélienne, et aussi des armes. Enfin, ça n'est pas le seul facteur déclenchant, je veux insister sur ce point. En Libye, ce que nous avons fait, il fallait le faire. Je suis un peu surpris d'entendre ici ou là dire « Ah, vous avez ouvert la boîte de Pandore ». Ce sont ceux qui regrettent Kadhafi qui disent ça ? Est-ce qu'il fallait continuer à défendre ce dictateur ? J'entends bien ce que vous dites. En même temps que vous avez été tout à fait au début de la guerre en Libye, un peu pris de court. Il y a eu une matinée de mars 2011 où il y a eu une reconnaissance du Conseil national de transition. Bernard-Henri Lévy avait beaucoup incité le président à le faire et vous étiez un peu pris de court, non ? Non, c'est faux. Refaire l'histoire. J'étais parfaitement informé de ce que Nicolas Sarkozy allait faire. Il y a eu un problème de communication entre Paris et Bruxelles, mais il n'y a eu aucune espèce de différence ou de discordance entre le président de la République et moi-même. D'accord. Alors, concernant la Syrie, qui est un autre dossier compliqué, il y a encore eu 80 morts, un massacre qui vient d'être découvert à Alep, 60 000 morts en tout. En même temps, on pourrait dire aussi que les rebelles gagnent un peu du terrain, tout le nord du pays. Ils ont conquis une base d'hélicoptères, d'où ils ont été beaucoup bombardés. Est-ce que vous pensez que finalement, après tous ces morts, il y a une chance que les rebelles fassent chuter Bachar el-Assad ? Ce qui se passe est un drame épouvantable, des dizaines de milliers de morts, des prisonniers, des tortures. Il faut que Bachar parte, il faut le chasser du pouvoir parce qu'il est responsable de ce qui se passe. Et plus ça dure, plus la situation se détériore. Vous me demandez s'il peut y avoir une issue positive, politique ou pacifique, c'est de plus en plus compliqué parce qu'au fur et à mesure que Bachar se cramponne au pouvoir, l'opposition se radicalise, parfois elle se divise, et donc les perspectives ne sont pas bonnes du tout. Et pourquoi en est-on là ? Parce que la communauté internationale est paralysée. Quand je dis qu'il faut chasser Bachar, on ne peut le chasser que dans le cadre de la légalité internationale. Et je la sais légalité que les Russes internationale, mais les Russes c'est le commencent à Conseil de bouger, sécurité, ça vous a pas et vous échappé ? avez raison de le dire, si on n'a pas pu le faire, c'est la responsabilité de la Russie, suivie par la Chine. Et les déclarations de Medvedev, Premier ministre russe, dernièrement, le 27 janvier, disant qu'il a fait des erreurs, Bachar el-Assad, il aurait dû absolument inviter l'opposition pacifique à l'époque à s'asseoir à la table des négociations, et tout de même une drôle d'intervention. Est-ce qu'ils seraient en train de le lâcher, les Russes ? La seule façon de le montrer et de le prouver, c'est tout simplement de changer de position au Conseil de sécurité. Si la Russie cesse de mettre son veto à une résolution qui permettrait de demander le départ de Bachar et éventuellement d'avoir une intervention aérienne pour stopper l'utilisation par Bachar de ses avions et de ses hélicoptères, alors la Russie aurait bougé. C'est imaginable, Alain Juppé, que les Russes bougent ? Vous le dites vous-même, il y a des tout petits pas, mais ça ne suffit pas. Ils continuent à porter la responsabilité du blocage de la situation actuelle qui nous amène dans le mur, je le répète, parce qu'au départ, les revendications de l'opposition ou de ceux qui manifestaient dans la rue, elles étaient pacifiques. Ils demandaient simplement un peu plus de liberté, un peu plus de démocratie. Et c'est en leur refusant cette démocratie, cette liberté, qu'on a donné de la place à des mouvements qui, eux, sont radicaux et extrémistes. Et islamistes pour certains. Et islamistes, extrémistes pour certains. Et ça vous inquiète, puisqu'on parlait des inquiétudes ? Bien sûr, parce qu'on a parlé tout à l'heure de la menace terroristes et les plus extrêmes dans l'opposition syrienne relèvent de cette mouvance terroriste. Bien, alors je vous propose qu'on parle un peu de vous maintenant et de votre itinéraire. Je ne suis pas sûr que ça intéresse beaucoup les moi auditeurs. Je crois que si, voilà, je crois que si. On a retrouvé une émission de Thierry Ardisson, Lunettes Noires pour Nuit Blanche, en 1988. Alors ça fait longtemps. J'allais dire il y a 20 ans. Oui, mais c'est pas mal de réécouter des choses. Et alors vous vous interrogiez vous-même, c'était le principe de cette émission, Alain Juppé posait des questions à Alain Juppé. On écoute quelques extraits. Je trouve que tu n'as pas tellement changé. Depuis 2 ans, je t'avais déjà rencontré ici, tu as bien tenu le choc. Tu changerais quoi en toi si tu avais une baguette magique ? Je me donnerais peut-être la chevelure de Robert Redford. Tu voulais ressembler à qui quand tu étais petit ? Quand j'étais petit, sans doute à Napoléon. Tu crois que tu ferais quoi si tu n'étais pas secrétaire général du RPR ? J'aurais l'embarras du choix. J'ai envie de faire plein de choses. Écrire, par exemple. Quoi ? Tout et n'importe quoi.
tout et n'importe quoi. J'arrive pas à vous croire. Vous êtes normalien agrégé de lettres classiques. Vous aimez j'ai un la peu poésie. écrit depuis, oui. J'ai fait plusieurs livres. Mais pas n'importe quoi, c'est vrai. Alors, vous avez fait une maîtrise sur la poésie, non? Une quoi? Une maîtrise de lettres, non? Ah non, oui, c'est vrai, oh là là, vous avez été fouillé. Qu'est-ce que vous aimiez en poésie? J'ai fait un diplôme d'études supérieures, c'était la poésie libertine au XVIIe siècle, oui, c'est vrai. C'est loin de vous maintenant, tout ça? Oui, mais enfin, ça fait partie de moi-même aussi. C'est mon c'est histoire, c'est ma culture. Encore. Vous savez, moi, ce qui m'a le plus marqué, finalement, dans ma vie étudiante, c'est l'année d'Hippocagne et de Cagne. J'ai vécu là, dans un bain tout à fait extraordinaire, au milieu des grands auteurs. C'était passionnant. Il faut en sortir à un moment ou à un autre. Alors, je ne sais pas si c'était quand vous étiez à Normal Sup ou quoi. Enfin bon, il paraît que vous avez voté Alain Krivine en 69. Oui, j'ai raconté ça. C'est une vieille histoire? C'est quoi ça? C'est une très vieille histoire. Oui, j'étais jeune. J'étais pas du tout engagé en politique à cette époque-là. Et j'étais jeune électeur dans le 15e arrondissement. Je venais de m'y installer. Je me suis marié très jeune. Donc j'étais avec ma femme et mon premier fils. Et puis je trouvais que le candidat officiel du RPR n'incarnait pas véritablement la jeunesse et le renouvellement. Je ne le citerai pas, paix à son âme d'ailleurs, il a disparu depuis. Et donc, comme ça, pour me défouler au premier tour, j'ai voté Krivine, mais au deuxième, je suis rentré dans l'ordre. D'accord. Et en 68, je rassure ceux qui pourraient être inquiets. Donc, juste parce que vous aviez 23 ans en 68. Vous étiez dans quel état d'esprit en 68 Alain Juppé? En 68, je me sentais très isolé parce que j'étais à l'école normale et j'étais le seul non-marxiste. Tout le monde était marxiste à cette époque-là. Et d'ailleurs, si on ne l'était pas, on était un petit peu... Oh, une souffrance, le mot est exagéré. Enfin, je me sentais assez décalé par rapport à ce politiquement correct qui régnait à ce moment-là dans l'université française. Vous étiez gaulliste à ce moment-là, déjà? Je n'étais pas engagé dans un mouvement politique. Je n'étais pas... alors, à l'époque, ce n'était pas encore le RPR, c'était l'UDR. Mais j'étais fasciné par la personnalité, l'histoire, l'action du général de Gaulle. C'était juste 68 et déjà depuis 10 ans, je m'étais beaucoup intéressé au général parce qu'en 58, c'était la fin de la guerre d'Algérie. Mon frère était là-bas, donc je me sentais très concerné et j'avais été très impressionné par la façon dont le général de Gaulle avait sorti la France de cette crise épouvantable, de cette guerre. Impressionné, oui. Alors, évidemment, c'est Jacques Chirac qui est votre grande amitié politique. Vous êtes chargé de mission jeune énarque à son cabinet à la ville de Paris, puis... À Matignon d'abord, quand il était Premier ministre en 1976. Oui, moi j'étais partie... c'est comme ça que j'ai commencé ma vie politique. C'est lui qui m'a effectivement lancé. Et puis en 1986, première cohabitation, vous devenez ministre délégué au budget. Dans la deuxième cohabitation, vous serez ministre des Affaires étrangères. C'est vraiment l'histoire politique de votre vie, l'amitié avec Jacques Chirac. Enfin, vous êtes devenu... encore plus gaulliste qu'avant, quoi. Puisque c'était la famille gaulliste. Je suis resté gaulliste et je suis devenu chiracien. Ouais. Il y a une différence. Non, j'ai fait la connaissance de Chirac. Non, Chirac a animé le mouvement gaulliste pendant de longues années. J'ai fait la connaissance de Jacques Chirac en 1976, un peu par un concours de circonstances. Et c'est vrai que le courant est très très bien passé entre nous. Il m'a fait confiance. J'étais très impressionné par ses qualités de leadership politique. Je l'ai accompagné à la mairie de Paris où il a fait du bon travail. Bon, il y a eu ensuite les ennuis qu'on sait. On va y venir quand même. Oui, j'imagine. Vous voyez, ce matin, j'étais dans la salle du Conseil de Paris. Il y avait une réunion d'une grande association européenne qui tenait séance là, et je me suis retrouvé dans cette salle où j'ai siégé pendant 12 ans. J'étais adjoint aux finances, j'ai eu beaucoup de joutes oratoires avec l'opposition de l'époque, et je suis très fier de ce que j'ai fait dans le 18e arrondissement pendant 12 ans, et ce que nous avons fait aussi à la mairie de Paris. Alors, bon, on a beaucoup dit que vous aviez été le bouc émissaire dans les affaires des emplois fictifs de la ville de Paris. Je rappelle donc qu'en 2004, vous serez condamné en appel à 14 mois de prison avec sursis, 1 an d'inéligibilité en appel. Ce jour-là, vous avez regretté de ne pas être devenu, je ne sais pas moi, un spécialiste de poésie libertine ? Je me suis exilé à Montréal, donc j'ai pas fait de la poésie libertine, j'ai fait un cours sur la mondialisation. Vous savez, ça a été pour moi une très grande épreuve, c'est vrai, j'ai assumé mes responsabilités, et au-delà... Vous n'avez pas reconnu les faits, je crois. Et au-delà, non, parce que je n'ai jamais voulu mettre en place un système qui soit un système illégal. J'ai hérité d'une situation que j'ai essayé de régulariser, pas aussi vite qu'il aurait fallu. Bon, voilà, on ne va pas refaire le procès, si vous le voulez bien. Hein. Non, bien sûr, mais depuis que Jacques Chirac a lui-même été condamné, c'est ça que je voulais en venir. Mais sur une affaire tout à fait différente, qui n'était pas la même. Mais en même temps, il y a quand même quelques liens. Il a été condamné à déclarer coupable pour détournement de fonds publics, abus de confiance et prise illégale d'intérêt en 2011 pour une vingtaine d'emplois litigieux. Ce n'était pas les mêmes. C'est pas les mêmes, c'est vrai. Mais est-ce que vous êtes... Finalement, ça aurait pu vous aider à dire plus de choses sur les faits, malgré tout, non ? Oh, moi, je vous ai dit, j'ai assumé. On ne va pas refaire le procès. Je n'ai pas du tout envie d'y revenir. Ça a cassé, d'une certaine manière, ma carrière politique. Hein. Si je n'ai pas été candidat à l'élection présidentielle de 2007... Pourtant, vous pouviez, hein ? Je me préparais. Vous n'avez qu'un an d'inéligibilité. Légalement, je le pouvais. Moralement, je ne me sentais pas en mesure de le faire, et psychologiquement non plus. Donc voilà, certains m'y ont poussé. Jacques Chirac lui-même, d'ailleurs, souhaitait que je le fasse. Oui. Très rapidement, j'ai
pris ma décision et c'est la raison pour laquelle j'ai apporté mon soutien à Nicolas Sarkozy. Donc vous voyez que cette affaire a changé d'une certaine manière le fil de ma vie politique. Et maintenant, politiquement, c'est possible. Moralement, êtes-vous prêt s'il fallait un candidat moralement, je comme suis vous totalement concentré sur ma ville de Bordeaux, où je passe l'essentiel de mon temps. Comme je le dis souvent, je laboure profond et je ratisse large. Donc je m'y consacre presque 24 heures sur 24. Et ça me plaît, ça me rend très heureux. Et donc je n'ai pas d'autre perspective aujourd'hui que mars 2014. Honnête, je vais vous dire, voilà, on a chacun, intervieweur, des intuitions, des convictions. Le jour où vous avez dit... Non, mais c'est par honnêteté, pour ne pas vous interroger comme ça dans le vide. Le jour où vous avez dit que vous ne vous mêleriez pas des affaires de l'UMP, vous ne seriez pas candidat à la présidence de l'UMP, moi j'ai tout de suite pensé, mais il se prépare pour 2017, ça me paraît absolument évident. Eh bien, vous observez la vie politique avec beaucoup d'intuition féminine, vraisemblablement. Donc c'est une intuition que vous ne démentez pas. Non, ça c'est à vous d'en juger. Non, je vous ai dit... Mais pourquoi en France on ne dit pas les choses? Parce que je n'ai pas envie de parler de ça aujourd'hui, tout simplement. Pourquoi voudriez-vous que je me préoccupe de 2017? Moi je me préoccupe de 2014. J'ai contribué avec d'autres, mais je crois que j'y ai joué un rôle tout à fait déterminant à la métamorphose et à la renaissance de ma ville. J'ai très envie de poursuivre, parce qu'on en parlera peut-être tout à l'heure, j'ai beaucoup de projets pour cette ville. Voilà mon objectif. Puis je ne suis pas obligé, pour répondre à la légitime curiosité des uns et des autres, de me mettre déjà en 2017. Entendu. Je vous propose qu'on parle du mariage pour tous, puisque le projet de loi est examiné depuis hier à l'Assemblée. Henri Guénaud s'est fait le porte-parole d'une droite très contre ce projet. Il y a d'autres paroles de droite très différentes. Je voudrais que vous écoutiez Benoît Apparu, s'il vous plaît. Je suis favorable à la reconnaissance sociale de l'amour homosexuel. L'amour homosexuel comme l'amour hétérosexuel, les deux sont tout aussi légitimes. Il est logique que deux personnes qui s'aiment aient envie de s'engager, prennent des responsabilités l'un vis-à-vis de l'autre dans le cadre d'une cérémonie qu'on appelle le mariage. Donc, ça n'a rien à voir avec Henri Guénaud. C'est compliqué à droite, là. Vous en êtes où, vous? C'est très compliqué à gauche. C'est pas faux. Enfin, en même temps, depuis qu'on a sorti la PMA, ça devient assez simple à gauche, quand même. Depuis qu'on a sorti la PMA. Il y a beaucoup de personnalités, pas forcément des hommes politiques, mais des personnalités de gauche qui ne sont pas favorables à ce texte de loi. J'ai cité un article qui m'avait beaucoup frappé dans Le Monde, signé de M. Jérôme Vignon, qui est le président des Semaines sociales, qui se dit chrétien et progressiste et qui était sur une ligne très proche de la mienne. J'aime beaucoup Benoît Apparu et je suis très proche de lui. Ma position, elle est très claire, je l'ai exprimée à plusieurs reprises. J'ai dit oui à la reconnaissance officielle de l'union entre deux personnes de même sexe en mairie, et j'ai même dit que si la loi le prévoyait, naturellement, je ne me soustrairais pas à cette obligation légale et je célébrerais ce type de cérémonie. J'ai dit ensuite que j'étais également favorable, lorsqu'il y a un couple dans lequel il y a une mère biologique, à ce que l'autre femme se voit reconnaître des droits avec un statut de belle-mère. Même chose lorsqu'il y a... À supposer, je présume qu'il n'y a pas de père. Lorsqu'il y a... Oui. En tout cas, biologique présent, ça? Pas de père biologique présent. Même s'il y a un père biologique présent, extérieur. Hein? Ce qui est important, c'est que la filiation, ce soit un père et une mère. À partir du moment où il y a une mère biologique et un père à l'extérieur, moi je ne suis pas hostile à ce que la belle-mère, appelons ça comme ça, c'est un mot qui parfois n'est pas très sympathique, enfin l'autre femme se voit reconnaître des droits. Même chose lorsqu'il y a deux hommes, un père biologique. Bon. En revanche, je ne suis pas favorable à ce qu'il y ait une adoption directe entre deux hommes et un enfant, deux femmes et un enfant. Et je vous fais remarquer que je suis exactement en phase, c'est pas pour ça que j'ai pris cette position, je l'ai prise par conviction personnelle, mais je suis exactement en phase avec l'opinion publique, qui dans sa majorité, si j'en crois les sondages, est favorable à l'union des couples homosexuels en mairie, mais n'est pas favorable à l'adoption. Certes, mais qui a élu François Hollande à la majorité, alors que c'était très clair, à la fois le mariage et l'adoption mais dans son programme. Le nombre d'engagements du président de la République qu'il n'a pas tenu est tellement important que c'est pas la peine d'en revenir aux engagements de la campagne présidentielle. Monsieur Hollande s'était engagé à ne pas ratifier le traité européen dans les termes où Nicolas Sarkozy l'avait négocié. Il l'a fait. Donc vous voyez que les engagements de la campagne, ils sont déjà très loin derrière nous. Ce que je regrette en tout cas, c'est qu'on ait été trop loin dans cette démarche, qu'on ait provoqué une véritable cassure dans l'opinion publique en France, et surtout que nous nous manquions de respect les uns les autres. Tous ceux qui ont des problèmes de conviction et de foi, ils sont respectables. Ce n'est pas forcément des archéos, paléos, réactionnaires. Et tous ceux qui y sont favorables ne sont pas forcément des gens sans loi et loi. Éventuellement.
Je pense qu'il aurait mieux valu faire un référendum et c'était parfaitement, comme beaucoup d'autres. Mais c'est pas du tout faisable constitutionnellement, d'après ce que disent tous les Non, c'est tout à fait contestable. On pouvait tout à fait faire un référendum. Je vous renvoie à une chronique excellente de Alain Duhamel, un de vos confrères, qui expliquait que... Alain ou Olivier? Parce qu'Olivier Duhamel, il dit que c'est pas possible. Non, je vous parle d'un confrère. Olivier Duhamel est professeur. Alain Duhamel, il est journaliste. Collègue. Donc on ne va pas chercher les références. Il est parfaitement possible, si le président de la République le veut, de faire un référendum. Le Conseil constitutionnel, en toute hypothèse, ne peut pas censurer un référendum et saurait clarifier les choses. Le président de la République ne veut pas. Bon, c'est naturellement sa compétence et son droit. Mais l'article 11, qui permet au président d'organiser un référendum pour faire passer une loi, est extrêmement précis. Les questions de société. Et vous le savez très bien, puisque c'est Jacques Chirac qui l'a rédigé en l'état. Vous trouvez que les questions sociales, c'est quelque chose de très précis? Est-ce que la politique familiale n'est pas une politique sociale? Alors pourquoi beaucoup de constitutionnalistes disent que il y a d'autres constitutionnalistes qui pensent le contraire. Donc vous êtes certain qu'il n'y aurait pas d'inconstitutionnalité? Je ne suis pas certain, mais je dis que nous dire que c'est impossible, ce n'est pas exact. En même temps, c'est très étonnant. Et je ne suis pas le seul à penser ça. Parce qu'à droite, historiquement, on s'est beaucoup battu dans votre famille politique pour qu'il n'y ait pas ouverture aux questions de société dans cet article. Ça, c'est le passé. Vous êtes d'accord? N'épiloguons pas. Le texte est ce qu'il est. Et de toute façon, c'est un débat qui n'a aucun intérêt puisqu'il n'y aura pas de référendum. Donc il n'a aucun intérêt, le débat sur le référendum. Faut le dire. Mais non, puisqu'il n'y en aura pas. Il n'y en aura pas. S'il y avait encore une chance de convaincre le président de la République d'en faire un, alors nous pourrions en discuter, nous pourrions faire valoir nos arguments. Donc en fait, c'est perdu. Mais le président de la République, non, je n'ai pas dit que c'était perdu. Le président de la République a dit non, et personne ne peut le contraindre, naturellement. Oui. Voilà. Donc ça va être voté. C'est un débat tout à fait théorique. Bien sûr que ça va être voté, très vraisemblablement. Nous avons déjà quand même dans ce débat fait reculer le président de la République. Il faut quand même rappeler qu'au départ, on devait inclure dans ce texte la procréation médicalement assistée. Et comme le président de la République apparemment n'est pas très sûr de lui sur ce sujet, il l'a décalé sur un autre texte qui viendra plus tard. En même temps, vous conviendrez que ni sur le divorce, ni sur l'IVG, ni sur l'abolition de la peine de mort, on a fait appel au référendum. On a fait appel à des lois votées par les représentants. Pourquoi cette allergie au référendum? Vous avez peur? Pas du tout. J'essaie de chercher des lois analogues. Non, mais vous essayez surtout de démontrer pourquoi est-ce qu'on ne veut pas de référendum? J'ai pas dit que je voulais pas. C'est très clair. Mais si, vous essayez de m'expliquer qu'il ne faut pas de référendum, on n'en a pas fait par le passé, c'est pas constitutionnel, c'est vous qui expliquez tout ça. Vous me posez légitimement des questions, naturellement, et j'essaie d'y répondre. Je vous dis, pourquoi a-t-on peur du référendum? C'est parce qu'il est probable que s'il y avait dans le texte l'adoption pure et simple, ce référendum serait perdu. C'est pour ça que la gauche n'en veut pas. Ce n'est pas pour des raisons juridiques et constitutionnelles qui sont éminemment contestables. Bien, alors on va dire quelques mots de l'UMP, si ça ne vous dérange pas. Je suis tout à fait prêt à parler de l'UMP. Je voudrais comprendre, après avoir dit que vous n'alliez pas être candidat à cette présidence de l'UMP, dans le fameux feuilleton du mois de novembre, pourquoi à un moment donné vous êtes entré dans cette galère? Qu'est-ce que vous êtes allé y faire comme médiateur? Pour essayer d'apaiser les choses, ça me paraît tout à fait logique. J'avais dit que je ne serais pas candidat et je vous le confirme. S'il y a demain à nouveau des élections, je ne serai pas candidat pour une bonne raison, c'est que je veux me consacrer pleinement à ma fonction de maire de Bordeaux et l'année prochaine à la campagne électorale municipale. Donc c'était très clair dans mon esprit et je ne changerai pas d'avis. Cela dit, j'ai quand même, une certaine influence à l'UMP et j'ai pensé, à la demande d'ailleurs de beaucoup de mes amis, que je pouvais interrompre cette espèce de farce à laquelle nous avons eu droit et qui était cette compétition incompréhensible pour le commun des mortels entre Jean-François Copé et François Fillon. Donc j'ai essayé, je suis intervenu à un moment où les choses n'étaient pas mûres, je n'ai pas réussi, mais je ne regrette pas de l'avoir fait. Et puis après, le fruit a mûri et vous avez vu qu'il y a un moment où il est tombé. S'il y a une direction collégiale à la fin de l'année, vous risquez d'en être ? C'est pas un risque, ça aurait peut-être une chance. Non, je n'en serai pas, tout simplement parce que je ne veux pas passer mon temps à Paris en train de diriger l'UMP. Parce que vous pensez à Bordeaux, j'ai bien compris, et vous ne pensez pas du tout à 2017. J'ai du mal à faire passer cette idée. et donc, il y a beaucoup de gens de qualité qui sont prêts à assurer cette gouvernance partagée de l'UMP. Les choses se sont apaisées maintenant et j'aimerais bien qu'on se consacre aux choses sérieuses. Les choses sérieuses, c'est quelque chose dont on ne parle absolument pas en ce moment. C'est tout à fait extraordinaire dans l'actualité. Eh bien, c'est la très grave dégradation de la situation économique de notre pays. Après Peugeot, c'est le tour de Renault. Dans le secteur du bâtiment et des travaux publics, les choses vont très mal. La courbe du chômage ne sera pas inversée d'ici la fin de l'année. Nous avons de grandes difficultés et c'est ça la préoccupation numéro 1 des Français. Il y a un thème qui arrive beaucoup à l'UMP, on l'entend beaucoup. Jean-François Copé, ces derniers jours, l'utilise beaucoup aussi, mais il n'est pas le premier. C'est le thème de l'assistanat. Il faudrait qu'on soit solidaire, mais qu'on lutte contre l'assistanat, qui ferait dépenser beaucoup d'argent pour rien, si j'ai bien compris ce qui est dit. Je voudrais savoir si vous êtes sensible à ce thème, et surtout, je ne comprends pas bien ce que c'est, moi, l'assistanat.
Nous avons la chance en France d'avoir un système de protection sociale formidable. Et nous y sommes tous très attachés. C'est la santé, ce sont les retraites, c'est la politique familiale, c'est la politique d'indemnisation du chômage. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que dans toutes ces politiques, le principe de responsabilité est vraiment entièrement respecté, qu'il n'y a aucune dérive? Mais je ne sais pas, à quoi pensez-vous? Moi, je le sais. Oui. Les fraudes sont très nombreuses, les abus sont très nombreux, et le système n'incite pas à, par exemple, pour ce qui concerne l'indemnisation du chômage, à reprendre du travail. Qu'est-ce qui le dit, ça? C'est pas Jean-François Copé, c'est la Cour des comptes. Vous avez lu le rapport de la Cour des comptes? Justement, et ce rapport de la Cour des comptes nous dit que notre système d'indemnisation de chômage est extrêmement imparfait et que précisément il déresponsabilise et qu'il tourne à l'assistanat, même si la Cour des comptes n'a pas utilisé la formule. Vous me demandez ce que c'est? Eh bien c'est ça, ce sont les dérives d'un système qui ne pousse pas à la reprise du travail. En même temps, la Cour des comptes a laissé entendre aussi qu'il n'indemnisait pas beaucoup ceux qui en avaient le plus besoin, les précaires. Oui, mais elle a dit que notre système, bien sûr, mais alors, pour mais vous, la Cour des comptes a concerné... relevé un certain nombre d'insuffisances, de carences. Alors je ne dis pas qu'il faut immédiatement mettre en œuvre le rapport de la Cour des comptes, mais ça mérite au moins un débat. Ça mérite au moins qu'on ouvre les yeux, qu'on regarde ce qui se passe et qu'ensuite qu'on rectifie ce qui doit être rectifié. Michel Sapin, le ministre concerné, lui, a réagi de cette manière au rapport de la Cour des comptes. On l'écoute. Vous pensez qu'on fait 15 milliards de dettes accumulées avec des abus? Oui. Vous pensez... Non, on ne fait pas 15 milliards d'abus. À la Cour des comptes. Ça n'est pas exact. Ce n'est pas ce que dit la Cour des comptes. Évidemment, ce ne sont pas les abus qui aboutissent à une diminution, à un déficit croissant. C'est la situation sur le front du chômage. Donc le meilleur moyen pour rééquilibrer les comptes de l'assurance chômage, c'est qu'il y ait plus de gens au travail et moins de gens au chômage. C'est quand même une évidence. Bah oui, c'est quand même une évidence, non? Bah oui, mais M. Sapin a raison. Simplement, la politique que mène le gouvernement ne permet absolument pas de redresser la situation de l'emploi et de faire reculer le chômage. C'est une objection un peu contradictoire avec la précédente. Laissez-moi aller jusqu'au bout quand même, puisque vous m'avez fait entendre M. Sapin. Oui. C'est quand même extrêmement surprenant d'entendre un ministre balayer d'un revers de main la question des abus qui existent. Alors je ne sais pas si c'est 15 milliards, sans doute pas, naturellement. Mais les abus existent. Ils existent dans notre système fiscal, les abus. On sait que la fraude fiscale existe. On l'a même chiffré à plusieurs dizaines de milliards. Eh bien, la fraude sociale existe aussi. Il faut avoir le courage de le dire. Et on peut lutter contre ça parce que la fraude fiscale, avant de pouvoir lutter, il faut avoir les moyens. Mais non, bien sûr. Et heureusement, il y a des contrôles. Les caisses d'allocation familiale font des contrôles. Les caisses d'assurance maladie font des contrôles. C'est une évidence. Enfin, le nier, ça serait il y a un manque de volonté politique pour réduire cela. Non, je ne le dis pas, mais les institutions concernées le font. Mais je trouve que balayer d'un revers de main la notion des abus et de la fraude, c'est quand même assez curieux. Bien sûr que ce n'est pas le phénomène essentiel. Et M. Sapin a raison de dire qu'on ne rééquilibrera véritablement nos comptes que si nous retrouvons le chemin de la croissance et si nous arrivons à créer des emplois. Mais on n'a pas traité le vrai problème de l'économie française, que d'ailleurs les socialistes ont découvert récemment, qui est le problème de notre compétitivité. Et on n'a pas fait ce qu'il fallait faire. Les facteurs de compétitivité, c'est d'abord la formation de nos jeunes, et on n'a pas fait la grande réforme de l'alternance qui serait nécessaire. C'est ensuite l'innovation et la recherche. Les deux seules choses qui fonctionnent dans ce domaine aujourd'hui, c'est quoi ? Ce sont les deux réformes faites par Nicolas Sarkozy, le crédit impôt recherche et le programme des investissements d'avenir que j'ai porté sur les fonds. Que ça ne fonctionne pas. Non. Non. Essayons d'être rigoureux. Oui. Essayons d'être rigoureux. Je vous ai parlé de l'alternance. On n'a pas fait la réforme. Bon. Et Sarkozy ne l'a pas fait, pas plus que l'actuel gouvernement. Il faudrait la faire. Ensuite, je vous ai dit innovation et investissement et recherche. Les deux seules choses intéressantes qui ont été faites dans ce domaine, c'est Nicolas Sarkozy qui les a faites. Le crédit d'impôt recherche et le programme des investissements d'avenir porté sur les fonds baptismaux par Michel Rocard et moi. Ça marche très bien et il faudrait aujourd'hui le renouveler. Le troisième élément dans la compétitivité, ce sont les relations du travail. Ok, il y a eu un pas qui a été fait avec l'accord des partenaires sociaux que vous connaissez. Et puis enfin, il y a le coût du travail. Il faut quand même se souvenir qu'il y a encore 4 ou 5 mois, la version officielle du Parti socialiste, c'est qu'il n'y avait pas de problème du coût du travail. Ils ont mis en place un crédit d'impôt compétitivité et emploi qui est une usine à gaz. Donc vous voyez qu'on est très en retard sur ce qu'il faudrait faire pour améliorer notre compétitivité et donc remettre nos entreprises en situation de créer des emplois. Il faudrait donc, si je vous entends bien, tout de même augmenter les cotisations, réduire certaines indemnités, par exemple. J'ai dit ça, moi. Non, vous dites qu'il faut réformer un certain nombre de choses. Il faut réformer un certain nombre de choses, bien sûr, mais je ne vais pas rentrer dans le détail. Il faut simplement... Alors, comment on peut faire ça tout en baissant le coût du travail? Vous voyez, c'est-à-dire si on baisse le coût du travail, forcément, on va réduire un certain nombre de cotisations, donc des régimes vont être très déficitaires. Est-ce que c'est rigoureux, ça? Vous avez raison, mais nous avions fait des choix, nous. Alors, on nous a reproché d'avoir fait des choix trop tardifs. C'est peut-être vrai, c'est peut-être une critique qui est valable, mais quand nous avons supprimé les cotisations d'allocation familiale pour les entreprises, c'était un allègement du coût du travail. Et nous l'avions financé de manière impopulaire.
mais de manière intelligente, en augmentant la TVA. Il faudra bien un jour que le gouvernement reconnaisse que c'est une bonne démarche. Il l'a fait d'ailleurs, parce que contrairement à ce qui nous a été dit, il y a eu des petites hausses de TVA dans le plan qui a été annoncé récemment. Entendu. Alain Juppé, on va poursuivre cet entretien dans une sorte de deuxième partie où on va davantage vous interroger aussi comme maire de Bordeaux, parce qu'il y a des questions qui se posent à vous aussi comme maire local. Il y a beaucoup de gens qui vous écoutent là-bas à Bordeaux. Alors la première question que je voulais vous poser concernait les rythmes scolaires, puisqu'il va y avoir cette réforme prévue de passer de 4 jours à 4 jours et demi, ce qui suppose que pour une pause certainement plus longue pour les enfants, le lundi, le mardi, le jeudi, le vendredi, après l'heure du déjeuner, avec un encadrement par des personnels municipaux. Ça va vous coûter de l'argent, à vous, les villes, et puis il faudra former ces gens, etc. Où vous en êtes, vous, dans cette réflexion à Bordeaux? Je n'ai pas abouti encore. Vous voyez, je vais tout vous dire, puisque vous me parlez de Bordeaux. Hier après-midi, j'ai eu 2 réunions importantes sur ce sujet. La première dans une école de Bordeaux avec des parents d'élèves, avec des enseignants, avec aussi les responsables de nos maisons de quartier qui organisent les activités périscolaires. Et puis ensuite une deuxième réunion avec un auditoire encore plus élargi. Et j'ai été très surpris de voir combien cette réforme est mal comprise et combien de débats elle donne lieu, de la part des enseignants, de la part des parents et de la part, évidemment, des collectivités locales. Donc je n'ai pas pris de décision. Nous avons jusqu'à la fin du mois de mars. Le gouvernement se rend bien compte que c'est difficile et je vais poursuivre ces consultations avant d'arrêter une décision. Vous avez évoqué vous-même les différentes possibilités. Alors je ne veux pas trop rentrer dans la technique. Est-ce qu'il faut compenser la diminution de la journée du travail le lundi, le mardi, le jeudi et le vendredi, le samedi matin ou le mercredi matin? C'est un premier choix sur lequel les familles ne sont pas toujours convergentes. Ensuite, qu'est-ce qui se passe à 15h30? Si on arrête l'école à 15h30 au lieu de 16h30, il est évident, vous l'avez dit, que les collectivités locales vont devoir accueillir les enfants. Comment on va faire? Est-ce que nous avons les structures? Est-ce que nous avons l'argent suffisant? Le mercredi matin, si on choisit le mercredi matin, les enfants vont venir 3 heures à l'école. On va être obligé d'ouvrir la cantine. Or, quand on ouvre la cantine, ça a un coût. Parce que le prix du repas n'est évidemment pas couvert intégralement par la participation des parents. Donc voilà. Donc les questions sont très bonnes, mais est-ce que vous avez des débuts de réponse à ça? Non, précisément parce que moi je suis respectueux du processus de concertation. Je veux voir encore des parents d'élèves, je veux voir les syndicats d'enseignants, qui, vous le savez, ne sont pas tous favorables à la réforme. Je veux voir aussi les responsables des maisons de quartier et des centres d'animation. Donc on a encore un mois pour faire ça, puisque la date, c'est fin mars. C'est enfin la dernière décision qu'il faudra prendre, puisque de toute façon, il faudra l'appliquer. C'est la loi, donc on l'appliquera. Est-ce qu'on le fait à la rentrée 2013? Est-ce qu'on a le temps de s'organiser d'ici là? Ou est-ce qu'on attend la rentrée de 2014? Voilà les 3 ou 4 questions fondamentales, et on va essayer d'y répondre d'ici la deuxième quinzaine du mois la première quinzaine du mois de mars. Puis vous avez un conflit là en ce moment avec les agents municipaux dans les cantines scolaires. Il est suspendu. Le conflit est terminé. Oui. Il avait lieu encore hier. Ils étaient en grève. Il y avait 400 personnes agents municipaux qui étaient en grève hier. Et quelle est l'issue de cette négociation? La grève a été suspendue. Je voudrais simplement insister sur un point. Nous avons à la ville de Bordeaux une politique sociale, je crois, très avancée. Et nous négocions avec les organisations syndicales périodiquement des contrats de progrès. Le dernier contrat de progrès de la ville a été signé par la CGT, par FO et par la CFDT. C'est assez exceptionnel. Et il comportait notamment une clause dans laquelle les syndicats, avant de faire grève, s'engageaient à déclencher une alarme sociale en disant « Attention, il y a un problème ». Le problème en l'espèce, c'était la difficulté de remplacer les agents malades. Nous avons eu une poussée d'absentéisme en novembre-décembre pour des raisons notamment climatiques, bien sûr, les grippes, les épidémies, et c'est vrai que le remplacement n'a pas été opéré comme il aurait dû l'être. Donc la bonne méthode, c'était de dire alarme sociale, on en aura parlé, c'est ce qu'on a fait avec EFO et la CFDT, nous avons décidé de créer 24 emplois supplémentaires, et immédiatement EFO et la CFDT ont dit nous ne faisons pas grève. La CGT n'a pas respecté sa parole, n'a pas déclenché d'alarme sociale, et est immédiatement passé à un préavis de grève. Et maintenant, elle est convaincue? Nous avons discuté avec elle, nous avons dit que nous n'irions pas au-delà en ce qui concerne le remplacement immédiat, puis que nous étions prêts à regarder à fond la question de l'adaptation des effectifs. Et compte tenu de cet engagement, la CGT a suspendu la grève qui aujourd'hui est terminée.
Enfin, aujourd'hui, on est mercredi, donc il n'y a pas classe. À suivre, donc. En ce qui concerne les actualités des régions, alors là, ça ne concerne pas que Bordeaux. Enfin, c'est un problème qui fait vraiment la une de beaucoup de quotidiens régionaux cette semaine. Ce sont évidemment les suppressions de postes prévues dans l'industrie automobile. 15 000 suppressions de postes chez Renault et chez Peugeot, l'ensemble. Il y a eu quelques déclarations ces derniers jours. Il y en a une, tout de même, je voudrais que vous réagissiez à cela. C'était en début de semaine. Arnaud Montebourg, ministre du redressement productif, a dit qu'il n'était pas absurde de demander à Carlos Ghosn de faire un effort sur ses propres évoluements. J'ai bien compris que, enfin, vous en serez d'accord, que c'est pas ça qui résout le fond du problème. Mais enfin, à ce moment-là, voilà ce que dit le ministre, rappelant d'ailleurs que l'État est à hauteur de 15% dans l'actionnariat Renault. Je vais vous dire ce que j'en pense. Ça disqualifie le ministre. Parce que aborder un problème aussi grave par le petit bout de la lorgnette, ça n'est pas sérieux. Et c'est d'ailleurs très significatif de ce que fait M. Montebourg depuis qu'il est ministre. Des moulinets avec un sabre de bois. Bon, que M. Ghosn diminue sa rémunération, pourquoi pas? Moi, je ne suis pas contre, naturellement. Mais ce n'est évidemment pas à hauteur du problème. Donc c'est vraiment créer un leurre, comme on le dit, pour essayer de détourner l'attention du vrai problème. Et le vrai problème, c'est que M. Montebourg est impuissant à faire quoi que ce soit pour arrêter le plan social de PSA et pour arrêter aussi les décisions qui sont annoncées par M. Ghosn. Est-il impuissant pour faire baisser le salaire de Carlos Ghosn, s'il le voulait? Il est actionnaire, il n'a qu'à le faire, mais ça ne changera rien. Ça changera dans la situation. Je vous ai dit ce que j'en pensais. Pourquoi pas? Bien sûr que ce sera un signe, mais c'est absolument pas ça qui va permettre aux salariés de Peugeot et ceux de Renault, enfin de Renault en l'espèce, d'être rassurés sur leur avenir. Enfin, et vous, je le répète, de la poudre aux yeux. Pour les rassurer, si le ministre, lui, n'y arrive pas, vous avez quelque chose à leur dire? C'est difficile. Moi, je pense qu'il ne faut pas refuser la réalité. Alors je ne vais pas me prononcer sur les chiffres, sur le plan. Moi je ne suis pas au gouvernement en ce moment, ce n'est pas à moi de dire ce que devrait être le plan. Je voudrais simplement faire une comparaison pour voir à quel point en France on est quand même à côté de la plaque. Il y a quelques années, Ford était au bord de la faillite. Ford a fait un plan d'ajustement de ses effectifs, de fermeture de ses usines, extrêmement douloureux. Il y a beaucoup de gens qui ont souffert, c'est vrai. Quelle est la situation de Ford aujourd'hui ? Ford est reparti à la hausse et se développe de façon tout à fait considérable. Je veux dire par là que ce n'est pas en bloquant les évolutions, en refusant de regarder la réalité et les conditions de compétitivité de nos entreprises, donc en gelant la situation, qu'on sauvera notre industrie automobile. C'est difficile de faire ça, ça demande du courage, mais ce n'est pas en demandant aux dirigeants de sacrifier 1 ou 2 millions d'euros sur sa rémunération qu'on trouvera une solution. Bien, alors maintenant on va parler de la récente étude d'opinion que Ipsos, le Cevipof, la Fondation Jean Jaurès et Le Monde, en tout cas c'est Le Monde qui l'a publié. Les résultats de cette étude d'opinion montrent que le rapport des Français à la fois aux étrangers et en France aux musulmans, sont deux questions, vous me l'accorderez, différentes, est en train de se durcir. Pour 58% des Français, la France doit se protéger davantage du monde. 70% des Français se sentent proches de l'idée selon laquelle il y a trop d'étrangers en France. 67% disent on ne se sent plus chez soi comme avant. Et par ailleurs, 74% pensent que la religion musulmane n'est pas tolérante et pas compatible avec les valeurs de la société française. Qu'est-ce que cela suscite en vous, ce type d'analyse, Ça me fait me dire qu'à côté de ce qu'on a évoqué tout à l'heure, la compétitivité de nos entreprises, l'emploi, première préoccupation des Français, nous avons là sans doute l'un des défis les plus graves de la société française. Comment faire évoluer les mentalités sur ce sujet? Comment répondre à cette angoisse des Français? Je pense que l'islamophobie latente, qui est exploitée par certaines formations politiques en France aujourd'hui, est un vrai problème. Et il faut que les vrais républicains, les vrais démocrates s'engagent pour faire reculer cette crainte de l'islam et cette islamophobie. Il y a dans l'islam des extrémistes. Il y a dans l'islam des gens qui ne respectent pas le principe de laïcité et qui veulent imposer une loi religieuse à la société. Ces gens-là, il faut les combattre avec la plus grande détermination. Mais il y a dans l'islam des gens qui respectent parfaitement les principes républicains, qui acceptent une forme de laïcité. Je pourrais en citer. Le recteur de la mosquée de Bordeaux, M. Tarek Oubrou, a publié il n'y a pas très longtemps un très beau livre dont je vous conseille la lecture qui s'appelle « Un imam en colère » et qui dit exactement ce que je dis. Eh bien, c'est cet islam-là qu'il faut conforter, ce sont ces gens-là qu'il faut aider
pour que petit à petit leur influence devienne prioritaire dans l'islam de France. Mais mettre tous les musulmans dans le même lot en disant ce sont tous des extrémistes, ce sont tous des gens à combattre et on en a peur, c'est vraiment pour moi un risque considérable contre lequel il faut s'engager. Alors, sur les étrangers, je crois que là aussi, il faut bien voir les choses. Il est parfaitement légitime que dans un pays où le chômage est ce qu'il est, nous ayons une politique de contrôle de l'immigration. On l'a, non, depuis toutes ces années. Oui, mais parfois elle a été contestée et peut-être qu'elle n'est pas suffisamment efficace. Non, mais Hortefeux, Guéant-Valls, c'est à peu près la même politique sur ce plan, non ? Oui, vous avez raison, mais certains la contestent et je crois qu'il faut la soutenir et qu'il faut peut-être encore la préciser, parce qu'elle me paraît légitime. Je ne vais pas reprendre la phrase célèbre de Michel Rocard, nous n'avons pas vocation à accueillir toute la misère du monde, c'est vrai. Et donc il faut contrôler nos frontières. Là mais vous avez une partie de l'intelligentsia française qui conteste ça. On est dans un débat d'idées là. Il faut avoir le courage de dire dans le débat d'idées que l'immigration, ça se contrôle. Et le Parti socialiste ne vous semble pas avoir tranché? Je dis des intellectuels, je vous laisse le soin de les déterminer et de les citer, je ne vais pas faire un portrait de tête. Et Dieu sait si on a critiqué, parce que vous me dites que M. Valls fait la même politique que ses prédécesseurs. Que disait le Parti socialiste lorsque M. Guéant faisait cette politique? Il poussait des hurlements en disant que c'était attentatoire aux libertés. Et aujourd'hui, ils font la même chose. Donc déjà, réglons ce problème idéologique et politique, il est normal, il est légitime, il est républicain de contrôler l'immigration et de dire voilà combien d'étrangers nous pouvons accueillir dans le pays, dans quel métier et pourquoi faire. Après, il y a ceux qui sont là. Et là, je pense qu'il faut que nous allions beaucoup plus loin dans le respect de la diversité. Je ne veux pas citer Bordeaux en exemple, mais j'avais encore, pardon de le dire, une réunion il y a quelques jours avec l'ensemble des communautés d'origine étrangère à Bordeaux. C'est ce qu'on appelle mon conseil de la diversité. Eh bien, je crois que la façon dont nous nous respectons, dont nous essayons de faire en sorte que toutes ces personnes qui sont d'origine étrangère, mais qui aiment la France et qui respectent les valeurs républicaines, puissent se sentir à l'aise dans nos villes, est assez exemplaire à Bordeaux. C'est peut-être l'héritage de Montaigne et de Montesquieu, je n'en sais rien, mais ça se passe bien et on peut faire de l'unité dans le respect de la diversité. Alors, nous avons au téléphone Pierre Aski du site Rue 89, qui est un de nos partenaires et qui va réagir justement à cette étude d'opinion. Pierre Aski, bonjour. Bonjour. Je voulais savoir comment, à Rue 89, on avait réagi à cette enquête et vous, ce que vous en pensez à la rédaction de Rue 89. D'abord, les internautes ont réagi assez vivement à cette étude et ont fait porter quand même pas mal le chapeau à la classe politique en disant on a joué avec le feu, avec les mots, avec les émotions collectives depuis des années et on en récolte aujourd'hui les fruits. C'est-à-dire que cette instrumentalisation politique, et là je pense que beaucoup de gens ont leur responsabilité dans tous les camps, produit aujourd'hui une méfiance générale vis-à-vis de l'islam. C'est pas la seule cause, mais en tout cas c'est une des raisons. Est-ce que vous ne pensez pas, M. Juppé, que les hommes politiques ont joué avec le feu ? Il y a une explication facile, cher monsieur, à tous nos problèmes, c'est que c'est la faute des politiques. Ça, c'est facile. Il y en a une autre, c'est la faute des médias. Ah non, mais je ne l'ai pas dit, c'est vous qui le dites. Vous voyez que nous sommes solidaires, alors très bien. Bien sûr qu'il y a des responsabilités dans la classe politique, je ne veux pas le nier. Il y a des gens qui ont tenu des propos inacceptables. Il y en a d'autres qui se sont... Oh non, je vous laisse le soin de le faire. Moi, je suis une allergie profonde. C'est le pain au chocolat que vous évoquez là, non ? Est-ce que c'est le pain au chocolat que vous évoquez ? Pardon ? Vous évoquez le pain non, au je pense au Front chocolat National. de Non, je pense au Front National. Vous voyez, moi, je ne pense pas du tout à la même chose que vous. Je pense au Front National, c'est ça le plus important. Et je pense aussi à, parfois, des réactions xénophobes à l'extrême gauche. Il y a aussi des gens qui sont xénophobes à l'extrême gauche. Je vous laisse le soin de le citer. Il y a eu des débats sur les positions de l'extrême gauche et de l'antisémitisme, par exemple. Donc, cherchez, vous verrez. Je ne suis pas là, je le répète, pour dénoncer des personnalités, pour faire des procès personnels. Il y a eu des responsabilités politiques, c'est évident. Mais pourquoi ? C'est parce que l'opinion publique est aujourd'hui décontenancée par ce qui se passe et il faut comprendre la réaction d'un certain nombre de nos concitoyens. On ne peut pas les rejeter comme ça avec mépris en disant ils n'ont rien compris et ce sont des pauvres gens. Non, il faut essayer de les écouter et ensuite de leur expliquer que parfois ils se trompent. C'est là aussi l'honneur du politique. Et on cite toujours les politiques qui ont tenu de mauvais discours. On ne cite pas les politiques qui essayent au contraire de faire ce travail de persuasion, de conviction et d'explication. Pierre Aski ? Comme dans les médias d'ailleurs. Vous êtes convaincu par ce que vient de vous répondre Alain Juppé ? Moyennement, parce que moi je suis frappé par cette étude du Cevipof et d'Ipsos, parce qu'elle révèle à la fois les peurs et les angoisses des Français à un moment de crise qui est naturel, mais aussi une défiance très forte vis-à-vis des institutions, vis-à-vis des gens qui les incarnent, vis-à-vis de la classe politique en général. Il ne s'agit pas de faire le procès de la classe politique, mais il y a quand même en filigrane dans toute cette étude cette idée que
les hommes politiques en général, et là encore il ne s'agit pas de blâmer tel ou tel parti, ne tiennent pas leurs promesses, ne font pas le boulot pour lequel ils ont été élus. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a peut-être à balayer devant sa porte aujourd'hui pour la classe politique, après aussi bien ce qui s'est passé à l'UMP récemment ou ce qui se passe en ce moment à l'Assemblée autour du débat sur le mariage avec les milliers d'amendements. Bref, un spectacle de la politique qui, effectivement, à un moment de crise, ne donne pas confiance aux citoyens. Comment voulez-vous que je ne sois pas d'accord avec vous? Alors, quelle est la conclusion qu'on en tire? Il faut changer la politique. Mais changez la politique. Vous êtes citoyen, vous êtes journaliste, contribuez à changer la politique. Mais je trouve une petite faille dans votre raisonnement, si vous me permettez de le dire. Vous me dites d'un côté, les hommes politiques sont totalement discrédités, le sondage le montre. Et de notre côté, il y a une forte inquiétude dans l'opinion publique sur les questions que nous venons d'évoquer. C'est donc pas la faute des politiques. Si les gens réagissent comme ils réagissent, c'est pas parce que les politiques les entraînent sur ce terrain-là, puisqu'ils ne croient pas aux politiques et qu'ils ne font pas attention aux politiques. C'est donc qu'il y a un phénomène beaucoup plus profond. Et se focaliser simplement sur la responsabilité de la classe politique, c'est passer à côté de la question. C'est passer à côté de la réalité de l'opinion publique, de ce qui se passe dans certains quartiers en difficulté. Et si on néglige ça, on va continuer à se concentrer sur M. Pierre, Paul ou Jacques qui tient des propos inacceptables et on ne traitera pas le problème de fond qui est un problème vraiment de société, de conviction, d'explication, de création de liens sociaux, d'action sur le terrain. Et sachez que toutes les villes dans ce domaine, qu'elles soient de gauche ou de droite, essayent de faire vivre la diversité et de prôner le respect entre les citoyens, quelle que soit leur origine. Mais vous, par exemple, Alain Juppé, vous pensez aussi, voilà, il y a trop d'étrangers en France, ou bien vous pensez, il faut que j'entende cette phrase et que je lutte pour qu'on ne pense plus ça? Qu'est-ce que ça veut dire, il y a trop d'étrangers en France? Ça veut dire qu'on va les renvoyer? C'est ça que vous répétez? Ouais, donc on ne les renverra pas. Ce que j'ai dit, c'est pas ça. J'ai dit nous ne pouvons pas aujourd'hui continuer à accueillir des étrangers supplémentaires n'importe comment, en n'importe quelle quantité, et sans poser un certain nombre de conditions. Voilà ce que je dis. Mais aujourd'hui, ils ont raison de penser ça, ceux qui pensent ça? C'est pas le problème de savoir s'ils ont raison, c'est qu'ils le pensent. Et donc notre rôle à nous, c'est de leur expliquer que ceux qui leur expliquent que l'immigration zéro, ça existe, leur racontent des histoires. Ceux qui leur expliquent qu'on va bouter hors de France les étrangers leur racontent des histoires, qu'il faut ces étrangers leur permettre de s'adapter, évidemment, à condition qu'ils respectent les principes républicains. Parce qu'il y a aussi des gens qui ne les respectent pas. Dernier mot, et puis on va passer à l'autre site qui est partenaire, c'est-à-dire Atlantico. Je vous écoute et je vous dis au revoir tout de suite. Merci. J'entendais hier le discours du président Obama sur l'immigration, justement, et qui faisait observer que deux des plus grandes sociétés américaines d'aujourd'hui, Google et Yahoo, avaient été créées par des immigrés. Et je n'ai jamais entendu en France quelqu'un mettre en avant les aspects positifs de cette immigration et la force que ça peut être pour un pays peut-être vieillissant. C'est que vous entendez mal, ou bien venez de temps en temps à Bordeaux. Moi, je ne cesse de le répéter. J'ai même fait des prix pour couronner les succès des talents des quartiers avec des jeunes qui viennent de l'immigration et qui ont réussi. Et puis, c'était très extraordinaire de citer M. Obama en exemple. Qu'est-ce qu'il a dit, M. Obama ? Qu'est-ce qu'il a dit, M. McCain, qui soutient M. Obama? Qui veut régulariser 11 millions de personnes. C'est tout ce qu'il a dit, M. Obama? Pas seulement, mais alors qu'est-ce qu'il a dit en plus? Qu'est-ce qu'il a dit en plus? Avec des règles de sécurisation. Sécurisation absolue des frontières. Ouais, vous savez bien que ce n'est pas tout à fait possible. C'est ce qu'il dit. Alors vous êtes absolument extraordinaire. Obama est merveilleux parce qu'il parle de régularisation. Il dit qu'il faut faire une frontière infranchissable entre le Mexique et les États-Unis. Je dirais ça moi, je serais voué aux gémonies naturellement. Mais beaucoup de gens pensent qu'il faut sécuriser nos frontières et vous pensez par ailleurs qu'il faut régulariser tous les illégaux. Ils sont 11 millions aux États-Unis. Non, Chez nous, ils sont quelques centaines de milliers. Les États-Unis, ce sont les États-Unis, ils ont une situation particulière, ils ont une histoire particulière. Je pense que la politique de régularisation qui était celle du précédent gouvernement et qui est celle de l'actuel gouvernement, avec une continuité parfaite et peut-être même un certain durcissement, c'est quelque chose qui est aujourd'hui adapté aux conditions de la société française. Merci Pierre Aski. Et tout de suite, bonjour Jean-Sébastien Ferjou du site Atlantico. Alors chez vous, comment on a réagi à cette étude d'opinion ? On a réagi à la fois de la même manière, mais quand même selon un angle assez différent de ce qu'en disait Pierre Aski de rue 89, parce que nous, ce dont on s'est rendu compte chez nos internautes, c'était effectivement qu'ils se sentaient mal représentés par les médias et par les politiques, mais dans la mesure où ils ont l'impression qu'il y a des questions qui ne sont pas abordées ou sur lesquelles pèse un politiquement correct assez lourd. Et donc, moi, la question que j'avais envie de poser à M. Juppé là-dessus, c'était entre d'un côté le petit pain au chocolat et de l'autre le gouvernement qui revient avec le droit de vote des étrangers, face à cette inquiétude des Français,
qu'est-ce que vous considérez comme étant l'attitude qui jette le plus de l'huile sur le feu, si on a envie de le retenir comme ça? Les deux. Encore que le pain au chocolat, il faudrait peut-être le resituer dans son contexte, et c'est quand même pas de même nature qu'une loi complètement inutile, complètement décalée par rapport aux attentes de l'opinion publique et qui, une fois de plus, va diviser la collectivité nationale. Donc je pense que c'est une mauvaise action que de s'engager dans cette direction. Qu'est-ce qu'il faut faire? Là encore, permettez-moi de prendre des exemples bordelais. J'ai un squat de 300 Roms à Bordeaux, dans un quartier qui s'appelle la Bastide. Qu'est-ce que nous faisons? Une double action. D'abord, une action extrêmement engagée pour insérer les familles qui peuvent l'être et qui souhaitent l'être. Et nous y dépensons beaucoup d'argent avec l'État et avec les autres collectivités. Et ça marche moyennement. Et simultanément, nous faisons une action de répression des délits qui sont perpétrés dans ce squat, par exemple le proxénétisme ou le trafic de métaux volés. Donc voilà, il faut arrêter de faire de l'angélisme. Qui veut faire l'ange fait la bête, Pascal l'a dit de façon définitive. Donc il faut accueillir ceux qui veulent l'être et qui acceptent les lois de la République. Et il faut se montrer beaucoup plus ferme et beaucoup plus dur avec ceux qui violent nos lois et qui n'ont pas vocation à rester chez nous. Jean-Sébastien Ferjou, je ne sais pas si vous avez été satisfait de la réponse, vous pouvez dire un mot, mais je crois que vous avez une dernière question à poser à Alain Juppé. Vous aurez d'ailleurs le dernier mot dans cette émission. Là, je veux dire, votre dernière question sera la vôtre et pas la mienne. Allez-y, j'ai plus de temps, moi. Mais en fait, est-ce qu'il y a un espace pour ça dans la société française? Est-ce que c'est pas compliqué? Parce qu'on s'en rend compte sur ces problématiques d'immigration ou d'intégration. On s'en rend compte aussi dans un autre registre par le mariage pour tous. Est-ce qu'on n'est pas constamment pris en otage entre des discours un peu excessifs? Et Sylviane Agazaski le disait sur le mariage pour tous. D'un côté, c'est vraiment pénible et infondé d'être pris à partie en étant traité de réactionnaire constamment. Et sur l'UMP là-dessus, moi, je ne doute pas, vous citiez M. Apparu tout à l'heure, qu'il y ait une partie de l'UMP qui soit totalement sincère dans ses convictions en défendant le mariage homosexuel, mais est-ce qu'à l'inverse, il n'y a pas aussi une part de l'UMP qui parfois a peur qu'on lui fasse un procès en conservatisme, alors que tout aussi bien, on pourrait imaginer qu'il y a des problématiques, et je ne parle pas forcément du mariage, mais plus des questions de filiation, sur lesquelles le conservatisme, au contraire, peut être une valeur à défendre? Écoutez, moi je ne m'engagerai pas dans ce débat. Tout ce que je voudrais dire, c'est que d'abord, si on avait abordé cette question avec un peu moins de maximalisme, si on avait déposé un projet de loi créant une cérémonie officielle en mairie permettant l'union de couples homosexuels, et si on avait amélioré le statut, je ne vais pas revenir sur ce que j'ai dit, du partenaire lorsqu'il y a une mère biologique et un père biologique, il y aurait eu un consensus là-dessus. Un très large consensus. On a voulu aller un coup trop loin, on a reculé sur la PMA, mais provisoirement, et on a créé donc les conditions d'un conflit qui était bien inutile dans la société française aujourd'hui, qui a d'autres priorités. Et deuxième réponse, il faut regarder ce qui se passe sur le terrain. Ça se passe beaucoup mieux que dans le périmètre sacré de l'Assemblée nationale ou de Matignon ou de certaines rédactions journalistiques, puisque vous mettez vous aussi en cause les médias comme les politiques. Il se passe des choses concrètes sur le terrain où les relations humaines entre les personnes d'origine différente se déroulent dans un climat de fraternité et de respect mutuel qui sont beaucoup plus encourageants sur l'avenir de la société française que les sondages que nous lisons. Merci Jean-Sébastien Ferjou du site Atlantico. Alors voilà, cette émission L'invité des Indes Radio est à présent terminée. Je recevais aujourd'hui Alain Juppé et je vous remercie d'avoir été parmi nous. Merci donc à tous nos partenaires. Rendez-vous le mois prochain. D'ici là, curiosité, réflexion, c'est tout le mal que je vous souhaite. À bientôt.